Chaque vendredi à exactement 18h15, le même homme s'asseyait à la même table près de la fenêtre. Il commandait toujours 2 repas, mais ne touchait jamais qu'un seul. Le personnel avait cessé de poser des questions depuis des mois. Les habitués ne regardaient plus. Pour le nouvel arrivant occasionnel qui le remarquait et se penchait vers son compagnon de table en haussant un sourcil, la serveuse, Pauline, secouait simplement la tête et articulait 2 mots en silence. Laissez-le. Pour la plupart des gens qui passaient par le bistrot d'Henri un vendredi soir, il n'était qu'un homme incapable d'avancer, une ombre en chemise de flanelle. Un rituel que personne ne comprenait jusqu'à un soir du début novembre. Une femme en tailleur de laine anthracite entra pour échapper au froid. Elle ne murmura à personne. Elle ne supposa rien. Elle marcha droit vers sa table, jeta un regard à la chaise vide en face de lui, à l'assiette intacte de rôti de bœuf encore fumante, et demanda assez bas pour que lui seul entende. « Qui attendez-vous encore » Pour la première fois en 14 mois, Étienne Moreau leva les yeux et répondit. Le bistrot d'Henri se trouvait à l'angle de la rue de la Calde et de la 5e. Coincé entre une teinturerie qui fermait depuis 3 ans et une quincaillerie qui sentait la sueur et la rouille, c'était le genre d'endroit avec un tableau de menu peint à la main au-dessus du comptoir, des salières dépareillées et une vitrine à tarte toujours une part en avance sur l'inventaire affiché. Les matins de semaine, il se remplissait d'artisans. Les dimanches après-midi, il attirait des familles avec tout petits et grands-parents. Une foule qui rendait les banquettes chaleureuses, même quand le chauffage peinait. Mais les vendredis soirs, il accueillait une assemblée plus calme, des gens qui avaient survécu à la semaine et voulaient quelque chose de simple, une assiette chaude, un café sans nom éplé sur un gobelet. Étienne Moreau venait chaque vendredi depuis 14 mois. Il arrivait toujours à 18h12 et s'asseyait à 18h15. Il prenait la table 7, la table pour 2 près de la fenêtre et, celle dont le pied légèrement inégal avait été calé par le personnel de cuisine avec un carré de carton plié 3 hivers plus tôt et jamais vraiment réparé. Il s'asseyait sur la chaise face à la salle. L'autre chaise faisait face à la fenêtre. Il commandait les 2 mêmes choses chaque semaine. Pour lui, le ragoût de bœuf avec du pain au levain et un café noir. Pour l'autre chaise, le poulet rôti aux légumes de saison et un verre d'eau glacée avec citron. Il ne touchait jamais le second repas. Il ne déplaçait jamais le verre. Quand l'addition arrivait, il payait pour les 2. Il laissait un généreux pourboire, toujours en espèces, toujours exactement 22%. Pauline, qui servait au bistrot d'Henri depuis 11 ans, avait cessé d'essayer de le dissuader de commander la seconde assiette après la 3e semaine. À la 5e semaine, elle l'apportait simplement avec le même soin que la première. Tout disposé correctement, la serviette pliée, les couverts alignés. Elle ignorait pourquoi, mais elle comprenait à la manière des gens qui travaillent dans les bistrots depuis 11 ans. Le pourquoi n'était pas à elle de porter. Les autres clients se montraient moins patients face au mystère. Un homme nommé Gérard, qui s'installait au comptoir chaque vendredi et mangeait un sandwich trempé en ouvrant le journal à la section sport, avait marmonné assez fort un jour. Certains ne savent pas lâcher prise. Sa femme, plus perspicace et plus gentille, avait posé la main sur la sienne sans rien dire. Un jeune couple dans la banquette du fond avait photographié Étienne une fois, l'assiette intacte au centre du cadre, et avait chuchoté pendant tout leur repas. Ils étaient partis sans le regarder à nouveau. Une femme avec un enfant dans une chaise haute s'était approchée doucement une fois et lui avait demandé s'il allait bien. Il avait souri d'un vrai sourire, pas du genre évasif, et répondu « Oui, merci ». Elle avait hoché la tête, était retournée à sa banquette, et plus tard Pauline l'avait vu essuyer un œil du coin de sa manche. Étienne Moreau avait 41 ans. Il avait des cheveux châtain clair qui commençaient à grisonner aux tempes depuis l'année dernière. Il était large d'épaules et avait des mains marquées par le vrai travail. Il dirigeait une entreprise de rénovation résidentielle, Moreau et Fils, qu'il avait bâtie avec son père avant que celui-ci ne prenne sa retraite à Toulouse, et qu'il gérait maintenant avec 2 équipes à temps plein et une gestionnaire de bureau à temps partiel nommée Brenda, qui lui envoyait des courriels en point et ne réclamait jamais plus d'une réponse. Il avait une fille nommée Emma, âgée de 6 ans et inscrite en première année à l'école primaire des matins. Elle aimait les chevaux, les puzzles compliqués et une marque précise de crackers orange qu'il fallait acheter dans une épicerie spécifique à 3 kilomètres de chez eux. Il avait été marié pendant 7 ans. Il était veuf depuis 14 mois. Le nom de sa femme était Liliane. Olivia Cartier ne mangeait pas habituellement dans les bistrots. Ce n'était pas du snobisme, plutôt une question de logistique. Sa vie avait une architecture particulière, des réunions qui débordaient sur des appels qui débordaient sur des dîners de travail dans des endroits où elle pouvait commander quelque chose de fiable et garder son ordinateur ouvert sans attirer l'attention. Elle était la directrice générale de Solutions Industrielles Cartier, une entreprise de taille moyenne dans la fabrication et la logistique que son père avait fondée et qu'elle avait passé les 9 dernières années à transformer en quelque chose de bien plus grand. L'entreprise comptait 460 employés dans 3 régions.
Elle avait une assistante personnelle, une directrice des communications et une réservation permanente dans un restaurant de grillades à 2 rues de son bureau pour les soirs où elle devait manger sans réfléchir. Elle s'était retrouvée au bistrot d'Henri un vendredi soir du début novembre parce que sa voiture avait crevé sur la rue de la Calde. Et pendant qu'elle attendait le service de dépannage, elle était restée sur le trottoir en tailleur de laine par un temps de 4 degrés, la fenêtre du bistrot illuminée de chaud et de jaune, et elle avait pensé, 20 minutes, quelque chose de chaud. Elle n'avait pas prévu de rester. Elle avait commandé un café au comptoir, puis s'était dirigée vers une petite table près de l'entrée, mais l'hôtesse, une adolescente nommée Megan, l'avait orientée vers le fond en disant que le comptoir était réservé aux habitués les vendredis soirs. Olivia n'avait pas protesté. Elle avait son téléphone, un dossier de projection trimestrielle et 40 minutes à tuer. Ce fut seulement après s'être assise et avoir ouvert son dossier qu'elle le remarqua. Table 7, l'homme à l'assiette intacte. Au début, elle supposa que l'autre personne était aux toilettes. Elle leva les yeux 3 minutes plus tard. Toujours personne. L'assiette n'avait pas été touchée. Le verre d'eau glacée n'avait pas bougé. L'homme en face de la chaise vide mangeait lentement, regardait par la fenêtre, ne regardait pas son téléphone, ne regardait pas la salle. Il semblait être au milieu d'une conversation que lui seul pouvait entendre. Olivia l'observa un instant, puis retourna à ses projections. Mais il y avait quelque chose dans cette immobilité. La plupart des gens qui mangeaient seuls s'occupaient. Ils lisaient, travaillaient, faisaient défiler, regardaient autour. Cet homme était simplement présent, complètement. Présent en silence d'une manière qu'elle ne se rappelait pas avoir vue chez quiconque depuis très longtemps. Quand Pauline vint remplir son café, Olivia demanda d'un ton détaché. « Il vient toutes les semaines. » Pauline regarda l'homme à la table 7 avec une expression adoucie. « Chaque vendredi, 14 mois, toujours seul. » Pauline posa la cafetière. « C'est une question compliquée. » Olivia regarda l'homme poser sa main à plat sur le bord de la table, sans rien atteindre, simplement posée là. Comme s'il touchait une surface dont il essayait de se rappeler la température. Son téléphone vibra. Le dépannage arrivait dans 30 minutes, pas 20. Elle ferma le dossier des projections trimestrielles. Elle prit sa tasse de café et marcha jusqu'à la table 7. Elle ne savait pas exactement pourquoi. Plus tard, quand elle tenta de reconstruire la décision, elle ne put la ramener à rien de satisfaisant. Ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas exactement de la curiosité. C'était quelque chose de plus proche de la reconnaissance, la façon dont on voit parfois une posture ou une expression chez un inconnu et comprend sans mots qu'il porte quelque chose de familier. Elle s'arrêta au bord de sa table. Il ne leva pas tout de suite les yeux. Elle jeta un regard à l'assiette intacte, au verre avec la tranche de citron, à la serviette pliée qui n'avait pas été dépliée. « Désolée de vous interrompre, dit-elle. Puis, qui attendez-vous encore ?» Il leva les yeux. Ses yeux étaient gris-bleus. Il n'était pas surpris. Ils étaient prudents, les yeux de quelqu'un qui avait appris à évaluer une situation avant de réagir. Il la regarda longuement. Puis très doucement, il dit « Voulez-vous vous asseoir ?» Elle s'assit sur la chaise face à lui, pas sur la chaise vide qu'elle avait compris instinctivement indisponible, mais elle tira une chaise de la table inutilisée adjacente et la plaça sur le côté. Il sembla apprécier cette précision. Pendant un moment, ni l'un ni l'autre ne parla. Olivia entoura sa tasse de café de ses 2 mains. Dehors, un autobus traversait la lumière orange de la rue. À l'intérieur, le bistrot murmurait doucement autour d'eux, bruit d'argenterie et de conversation basse, sifflement de la cuisine. « Vous avez demandé qui j'attends, » dit enfin Étienne. Sa voix était égale, pas plate. « Il y a une différence. » La réponse honnête est personne. J'ai arrêté d'attendre il y a un moment. Il marqua une pause. « Mais je continue à venir. » Olivia ne dit rien. Elle attendit. Elle s'appelait Liliane. Il le dit comme on prononce les noms des endroits où on a grandi, familier. Légèrement usé. Chargé de souvenirs plutôt que de chagrin. Nous venions ici chaque vendredi depuis notre 3e rendez-vous. C'était notre restaurant. Une petite pause. Pas assez chic pour les occasions spéciales, juste le nôtre. Il regarda l'assiette intacte. Poulet rôti, légumes de saison, verre d'eau avec quartier de citron. C'était toujours sa commande, dit-il. Olivia suivit son regard. Le poulet avait légèrement refroidi. Elle le voyait. Le citron commençait à colorer l'eau. J'ai fait une promesse, continua Étienne. Le dernier vendredi où elle a pu venir. Elle était déjà. Il s'arrêta. Reprit. Nous savions tous les deux que ce serait le dernier. Elle m'a fait promettre de ne pas cesser de venir, de ne pas en faire un endroit que j'éviterais. Il regarda à nouveau la fenêtre. Elle a dit, « Je ne veux pas que tu perdes aussi le restaurant. » Le bistrot bourdonnait autour d'eux. « Alors je continue à venir, dit-il simplement.
Et je continue à commander son repas. Une pause sans gêne. Peut-être que c'est étrange. Non, dit Olivia. Cela sortit plus fermement qu'elle ne l'avait voulu. Il la regarda. Je ne pense pas que ce soit étrange, dit-elle plus doucement. Je pense que c'est la chose la plus honnête que j'ai vu quelqu'un faire depuis très longtemps. Étienne l'étudia un instant. Il avait, remarqua-t-elle, cette qualité particulière de quelqu'un qui écoute ce que les gens disent vraiment plutôt que ce qu'ils pensent vouloir dire. Je suis Olivia, dit-elle. Étienne. Dehors, le vent d'octobre poussait des feuilles éparses sur le trottoir. À l'intérieur, Pauline remplit son café sans qu'on le lui demande, laissa une seconde tasse pour Olivia et se retira sans commentaire. « Vous n'allez pas me demander si je vais bien, » dit-il. Ce n'était pas tout à fait une question. « Allez-vous bien ?» Un coin de sa bouche bougea. Pas exactement un sourire, mais le début d'un la plupart des jours. C'est une réponse honnête. Ils restèrent assis quelques minutes de plus. La chose confortable, réalisa Olivia, était qu'aucun des deux ne ressentait le besoin de combler le silence. Elle avait passé sa vie professionnelle dans des pièces où le silence était traité comme un problème à résoudre, un vide à combler. Ce silence-là était différent. Il ressemblait à deux personnes debout devant des fenêtres voisines regardant la même pluie. Son téléphone vibra. Dépannage dans 15 minutes. Elle regarda Étienne. Je dois bientôt partir. Ma voiture est devant. Il hocha la tête. Elle se leva, glissa son dossier sous son bras. Elle fouilla dans sa poche de manteau par habitude. Elle avait une carte là, sa carte professionnelle, le papier crème épais avec les lettres en relief, et la tint un instant. Puis elle la rangea. « Merci de m'avoir raconté, » dit-elle. Il leva les yeux vers elle. Ce regard gris-bleu prudent. « Merci d'avoir demandé. » Elle retourna au comptoir, paya son café et sortit attendre dans le froid. Elle ne pensa pas à lui sur le chemin du retour. Mais le jeudi de la semaine suivante, elle se surprit à vérifier son agenda pour le vendredi soir. Ce qu'Olivia ignorait, ce que personne au bistrot d'Henri ne savait parce qu'Étienne n'en parlait pas, c'était qu'Emma n'était jamais venue au bistrot les vendredis soirs. Pas une seule fois en 14 mois. Emma avait 4 ans quand Liliane était morte. Elle en avait maintenant 6, en première année avec une enseignante nommée Madame Farley qui envoyait des mises à jour hebdomadaires sur du papier bleu pâle. Emma se souvenait de sa mère par fragments, l'odeur de son shampoing, la façon particulière dont elle pliait les couvertures d'un geste fluide. Elle n'avait pas oublié sa mère autant qu'elle assemblait encore le souvenir. Comme on remplit lentement un puzzle dont on a hérité la moitié. La mère d'Étienne, Dorothée, venait garder le vendredi soir. Elle arrivait de sa maison de la rue Langford avec un plat en casserole et une boîte de ses crackers orange précis qu'Emma adorait, et restait jusqu'au retour d'Étienne à 20 heures. Elle ne lui demandait jamais de justifier le rituel. Elle avait été mariée à son père pendant 43 ans. Elle comprenait que certaines formes de loyauté paraissent étranges de l'extérieur et nécessaires de l'intérieur. Il n'avait pas emmené Emma au bistrot d'Henri les vendredis parce qu'il ne pouvait pas garantir quelle version de lui-même elle verrait. À la maison, il était prudent, stable, fiable, la personne dont elle avait besoin. Il lui préparait le petit déjeuner à la même heure chaque jour, œufs en semaine, crêpes le samedi, crackers orange et yaourt le dimanche, qu'Emma appelait un petit déjeuner paresseux avec une approbation totale. Il lui lisait une histoire chaque soir dans la pile de livres de bibliothèque qu'ils renouvelaient ensemble chaque semaine. Il maintenait les routines serrées et le ton chaleureux parce qu'il avait appris que les enfants ont besoin de l'architecture de la normalité même quand cette architecture a perdu certaines de ses pièces d'origine. Il avait observé Emma attentivement les premiers mois après la mort de Liliane. Il s'était attendu à ce que le chagrin se manifeste comme les adultes imaginent le chagrin des enfants, ouvertement, par des questions, par des larmes au coucher. Au lieu de cela, Emma avait porté le deuil de manière petite et précise. Elle avait réorganisé sa bibliothèque sans raison claire. Pendant 3 semaines, elle avait insisté pour porter le même pull bleu chaque jour. Elle avait arrêté de dessiner des chevaux pendant un mois puis avait recommencé. Et quand elle avait recommencé, ils étaient tous verts, une couleur que Liliane avait aimée, qu'Emma savait ou non consciemment, mais qu'elle connaissait clairement dans un registre plus profond et sans mots. Il avait appris à la lire comme il lisait les vieilles maisons, par les petits signes, les choses légèrement de travers, les endroits où la température différait. En retour, il l'avait laissé le voir porter son deuil en doses mesurées et prudentes. Il avait pleuré une fois devant elle dans la cuisine un dimanche matin quand une chanson que Liliane aimait était passée à la radio. Emma était venue s'appuyer contre sa jambe sans rien dire, il avait posé la main sur son épaule et ils étaient restés là 2 minutes pendant que la chanson se terminait. Il considérait cela comme l'une des meilleures choses qu'il ait jamais faites en tant que père, lui montrer que le deuil était supportable, qu'il venait par vagues et se retirait, qu'on pouvait rester debout dedans et continuer à tenir. Mais au bistrot d'Henri les vendredis soirs,
Il s'autorisait à être un homme qui tenait encore quelque chose qu'il n'avait pas pu poser. Il n'était pas sûr que ce soit sain. Son thérapeute, un homme réfléchi nommé le docteur Arnaud, ne lui avait pas dit d'arrêter. Il avait dit une fois, certains rituels sont une forme d'entretien, pas d'évitement. La question est de savoir si vous le maintenez pour rester présent dans votre deuil ou si c'est lui qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Étienne y avait réfléchi longtemps. Il n'était pas arrivé à une conclusion qu'il pouvait pleinement faire sienne. Alors il continuait. Il avait commencé ces derniers mois à remarquer la différence. Les 6 premiers mois, le rituel du vendredi avait ressemblé à se noyer lentement au même endroit. Les 6 mois suivants, cela avait commencé à ressembler à, et il cherchait le mot juste, à entretenir, comme visiter un jardin qu'on ne peut pas laisser retourner à l'état sauvage. Et puis la femme en tailleur anthracite s'était assise en face de lui et il avait prononcé les mots à voix haute pour la première fois à quelqu'un qui n'était ni le docteur Arnaud ni sa mère. Et quelque chose avait très doucement changé. Le vendredi suivant, Olivia revint. Elle s'était dit qu'elle revenait parce qu'elle avait aimé la tarte que Pauline avait laissée sur le comptoir en partant, qu'elle l'avait emportée chez elle dans une boîte en carton et mangée à son îlot de cuisine à 22h30, et que c'était l'une des meilleures choses qu'elle ait goûtées depuis des mois. Et c'était une raison parfaitement rationnelle de retourner dans un bistrot. Elle arriva à 18h45, plus tard que la semaine précédente. Elle vit par la fenêtre qu'il était déjà là. Table 7, la chaise près de la fenêtre. Le second couvert intact. Elle ne se dirigea pas tout de suite vers sa table. Elle s'assit au comptoir, commanda un café et la tarte aux pommes, et mangea lentement, sans le regarder. Sans non plus ne pas le regarder. Elle était, se dit-elle, simplement une personne qui mangeait une tarte dans un bistrot un vendredi. Après une quinzaine de minutes, elle entendit la chaise racler à la table 7. Elle ne leva pas les yeux. Un instant plus tard, Étienne Moreau apparut au tabouret, 2 places plus loin. Il s'assit. Commanda un café supplémentaire à Pauline sans regarder le menu. « Vous êtes revenu, dit-il. »« La tarte, répondit-elle. » Il jeta un regard à sa part à moitié mangée. Le coin de sa bouche bougea à nouveau de cette façon qu'elle commençait à reconnaître, pas tout à fait un sourire, mais adjacent. « C'est une bonne tarte, acquiesça-t-il. » Ils restèrent un moment en silence. Le comptoir semblait différent de la table, plus décontracté, plus côte à côte que face à face, moins comme une conversation à gérer. « Vous êtes parti avant que je puisse demander, dit-il. Que faites-vous? Je dirige une entreprise. Quel genre? Fabrication et logistique. Nous fabriquons surtout des composants pour du matériel agricole et un peu de distribution. Elle le dit comme elle le disait toujours aux gens hors de son secteur, avec précision, sans la performance qui s'insinuait dans sa voix en salle de conseil. Ça semble plus sec que ça ne l'est. Il regarda son café. Probablement pas, sourit-elle. Probablement pas, acquiesça-t-elle. Vous, rénovation, résidentielle, surtout de vieilles maisons, des choses qu'il faut remettre en état. Elle regarda ses mains sur le comptoir. Les callosités, la légère décoloration à une articulation qui ressemblait à une coupure guérie. Ça vous plaît? Demanda-t-elle. Il y réfléchit. Vraiment réfléchit, comme les gens le font rarement à cette question. Oui, dit-il. J'aime prendre quelque chose qui a été négligé et le remettre en état. Il y a quelque chose. Il marqua une pause. D'honnête là-dedans. Elle se tourna légèrement sur son tabouret pour le regarder. Vous utilisez beaucoup ce mot. Honnête. Il la regarda à son tour. C'est un problème? Non, dit-elle, c'est juste rare. 3 vendredis plus tard, ils étaient revenus à la table 7. Cela s'était fait naturellement. Sans discussion, Étienne était arrivé en premier, comme toujours, et quand Olivia était entrée à 18h40, elle avait simplement marché jusqu'à sa table et s'était assise sur la chaise latérale qu'elle avait tirée le premier soir. Pauline avait commencé à apporter une 3e tasse automatiquement. C'était, à toute mesure, une chose petite et silencieuse. 2 personnes qui dînaient un vendredi soir, parlant parfois, se taisant parfois, regardant la rue par la fenêtre et quand la conversation s'épuisait, ce qui arrivait rarement et ne semblait jamais un échec quand cela arrivait. Olivia n'en avait parlé à personne au travail. Ce n'était pas, se disait-elle, parce qu'il y avait quelque chose à cacher. Il n'y avait rien. Elle dînait avec quelqu'un. Les gens dînent avec d'autres gens. La discrétion, si on pouvait l'appeler ainsi, était plutôt un instinct de préservation. Sa vie professionnelle fonctionnait sous un certain type de surveillance. Chaque déjeuner, chaque association, chaque amitié hors des murs de l'entreprise pouvait devenir une information utile pour quelqu'un. Elle avait appris à garder sa vie privée dans un contenant séparé avec un couvercle sécurisé. Mais il y avait une autre raison, qu'elle examinait moins volontiers. À un moment au cours des 3 dernières semaines, elle avait commencé à attendre les vendredis soirs avec impatience.
Pas de la manière abstraite dont elle attendait le week-end ou une après-midi productive. Elle l'attendait comme on attend un tronçon de route précis qu'on ne prend qu'une fois par semaine. Celui avec la belle vue. Celui où on baisse la radio. Son père était mort 2 ans plus tôt. Une attaque soudaine et complète un mardi matin de mars. Elle était à Singapour pour une conférence, avait pris le premier vol de retour et était arrivée 14 heures après son départ. Elle avait géré cela, croyait-elle, correctement. Elle avait été présente pour sa mère. Elle avait réglé la succession, le mémorial et la transition de l'entreprise avec efficacité et soin. Elle avait pris une semaine de congé personnel et était retournée au travail en rendant la transition aussi fluide que possible. Ce qu'elle n'avait pas fait, commençait-elle à comprendre, c'était porter le deuil. Elle avait géré la mort de son père avec la même compétence qu'elle apportait à un rappel de produit ou à une crise de personnel. Elle l'avait traité comme une situation exigeant une action décisive plutôt que comme une perte exigeant du temps. Étienne ne lui avait rien dit de tout cela. Il n'avait pas poussé ni sondé. Il avait simplement été, vendredi après vendredi, quelqu'un pleinement présent avec sa propre perte. Pas consumé par elle, pas en train de la jouer, juste la portant ouvertement comme on porte quelque chose de lourd sans prétendre que ce n'est pas lourd. Et quelque chose dans le fait de s'asseoir en face ou à côté, techniquement sur la chaise latérale, avait commencé à desserrer quelque chose en elle qu'elle ignorait être tendue. Elle mentionna enfin son père le 4e vendredi. Pas toute l'histoire. Juste, mon père a fondé l'entreprise. Il est mort il y a 2 ans. Je n'ai jamais vraiment. Elle s'arrêta. Étienne n'avait pas comblé le blanc pour elle. Il n'avait pas dit je comprends ou je suis désolé ou le deuil prend du temps. Il l'avait regardé fixement et avait demandé. Vous venez ici pour la tarte? Elle l'avait regardé, surprise puis plus surprise. Non, avait-elle dit. Il avait hoché la tête une fois, comme si cela réglait quelque chose. Elle était rentrée chez elle ce soir-là en pensant à la question. Pas à ce qu'il avait voulu dire. Elle comprenait ce qu'il avait voulu dire, mais à la précision. Le fait qu'il était allé droit à la chose qu'elle tournait autour sans la pointeur directement. Il avait cette façon de faire. Pas confrontante, pas thérapeutique, juste claire. Comme quand on tire la corde d'une lampe recouverte et que la pièce s'éclaire simplement à nouveau. Elle n'avait parlé de son père à personne de cette manière. Sa thérapeute l'année suivant sa mort avait été minutieuse et compétente et l'avait aidé à développer des stratégies d'adaptation fonctionnelles qu'elle avait mises en œuvre et qui avaient fonctionné dans le sens où elle ne s'était pas effondrée. Ce qu'elle n'avait pas dit à sa thérapeute, ce qu'elle s'était à peine dit à elle-même, c'était qu'elle était en colère, pas contre son père pour être mort, contre elle-même pour avoir été à Singapour quand c'était arrivé, pour avoir été plongée dans 3 appels lors d'une conférence quand l'infirmière avait appelé, pour être arrivé 14 heures trop tard et être entré dans une chambre d'hôpital où tout avait déjà été décidé, où les machines avaient déjà été éteintes et où la forme de son père sous le drap était un fait dont elle n'avait pas été présente pour la fabrication. Elle avait traité la colère comme un problème de gestion de projet. Identifier les éléments irrationnels, traiter les actionnables, classer le reste sous un non résolu. La colère, il s'avérait, n'avait pas lu la note. Elle était toujours là. Olivia le savait maintenant, assise dans la lumière du bistrot un vendredi soir. D'une manière qu'elle n'avait pas tout à fait connue avant, Étienne lui avait demandé si elle venait pour la tarte. Parce qu'elle n'était pas venue pour cela, elle était venue. Elle comprenait maintenant parce qu'elle avait besoin d'un endroit où porter quelque chose n'était pas traité comme une déficience. Le premier problème arriva un mercredi. La directrice des communications d'Olivia, une femme vive et efficace nommée Hélène Cross, lui avait transmis une photo avec un message bref. Pour information, quelqu'un a posté ça. Voulez-vous que je réagisse? La photo montrait le bistrot d'Henri, prise de l'extérieur à travers la fenêtre et on y voyait 2 personnes à une table, un homme qui mangeait, une femme en blazer sombre assise à côté avec une tasse de café, tous 2 regardant la fenêtre. Ce n'était pas une image dramatique. Elle n'était même pas particulièrement nette, mais elle portait une légende, la PDG de Cartier Solutions, Olivia Cartier, aperçue en dîner hebdomadaire avec un homme mystère au bistrot de la rue de la Calde. Nouveau chapitre. L'image avait apparemment été prise une semaine plus tôt. Elle avait circulé dans un canal de ragots d'affaires locales, le genre de bruit ambiant qu'Olivia ignorait habituellement complètement. Elle fixa le message transmis plus longtemps qu'il ne le méritait. Puis elle tapa en retour. « Non, ne réagissez pas. » Hélène répondit. « Compris. Juste signaler. » Olivia posa son téléphone face contre le bureau. La réponse rationnelle était exactement ce qu'elle avait fait. Rien. La photo montrait 2 personnes prenant un café dans un bistrot. Ce n'était pas un scandale. Ce n'était même pas intéressant dans le contexte de sa vraie vie professionnelle. Les revues trimestrielles, l'audit de conformité réglementaire qu'elle gérait, la possible acquisition dont elle discutait discrètement depuis 6 semaines.
C'était le bruit le plus mineur possible, mais cela introduisait quelque chose. Elle se surprit cette semaine à penser au dîner de l'extérieur plutôt que de l'intérieur. À se demander comment cela paraissait, si Étienne savait quelle entreprise elle dirigeait, s'il l'avait cherché, si tout cela, les dîners hebdomadaires, l'accumulation progressive de vendredis partagés, était quelque chose qu'elle construisait ou simplement quelque chose qu'elle laissait lui arriver. Elle avait toujours été mal à l'aise avec cette distinction. Construire impliquait l'intention, laisser impliquait la passivité. Elle ne laissait pas, en règle générale. Elle décidait. Mais elle trouvait difficile de tracer une ligne claire autour de ce qui se passait les vendredis soirs. Cela ne rentrait pas dans les catégories qu'elle utilisait pour ses relations professionnelles, collègues, parties prenantes, partenaires stratégiques. Cela ne rentrait pas dans les catégories qu'elle utilisait pour sa vie personnelle, qui étaient, elle commençait à le réaliser, assez minces. Elle avait des amis proches de l'université qui vivaient maintenant dans d'autres villes et avec qui elle communiquait de manière fiable, chaleureuse et insuffisante. Elle avait une voisine qui prenait parfois son courrier. Elle avait une salle de sport qu'elle fréquentait 4 matins par semaine sans parler à quiconque. Elle avait, se rendit-elle compte, organisé sa vie de la même façon qu'elle avait organisé son deuil, efficacement, à distance, d'une manière qui laissait très peu de place à quoi que ce soit d'imprévu, d'un schedule ou arrivé de billet par un pneu crevé sur une rue froide. Le jeudi soir, elle était debout dans sa cuisine à 21h, mangeant des pâtes réchauffées dans un contenant et regardant son téléphone, et elle pensa, je pourrais simplement ne pas y aller demain. Ce serait la chose la plus facile. Elle pourrait programmer un dîner vendredi avec un membre du conseil. Elle pourrait envoyer un mot à Hélène pour un dîner stratégique avec le directeur financier de l'entreprise avec laquelle ils étaient en discussion discrète d'acquisition. Elle pourrait remplir la soirée de quelque chose de productif, de ciblé et de mesurable. C'étaient les catégories dans lesquelles elle s'était toujours sentie le plus confiante. Elle resta un moment dans sa cuisine à manger des pâtes, sans décider dans un sens ni dans l'autre. Puis elle pensa à la chaise latérale, à la 3e tasse que Pauline apportait sans qu'on le lui demande, à Étienne disant que certains rituels sont la façon de rester honnête avec soi-même. Il ne l'avait pas dit à elle. Il l'avait dit, pensa-t-elle, à moitié à voix haute le 2e vendredi. Quand elle lui avait demandé s'il pensait parfois à arrêter, il l'avait dit doucement à la fenêtre comme s'il se le rappelait à lui-même. Elle posa le contenant. Elle se coucha tôt et le vendredi matin elle ne programma rien pour le soir. La 3e semaine de novembre. Étienne n'était pas là. Olivia arriva à 18h45, un peu plus tard que d'habitude. Retardée par un appel qui avait débordé et la table s'était vide. Les 2 chaises face à la salle. Le carré de carton plié toujours sous le pied. La salière au centre où elle était toujours. Pas de second couvert. Pauline la vit regarder et s'approcha. Il a appelé cet après-midi, dit-elle doucement. Il ne viendra pas ce soir. Une affaire de famille. Il va bien. Il n'a rien dit d'autre. Pauline marqua une pause. Vous voulez votre place habituelle? Olivia s'assit au comptoir. Elle commanda le ragoût de bœuf à la commande d'Étienne, même si elle ne s'en rendit compte qu'à mi-chemin, et la tarte aux pommes, et mangea seule face au miroir derrière le comptoir. Elle se regarda dans la surface chromée déformée, légèrement tordue, légèrement dorée dans la lumière du bistrot. Elle pensa au fait qu'elle n'avait pas son numéro. Ils dînaient ensemble depuis 5 vendredis et elle n'avait pas son numéro. Elle ignorait son adresse. Elle savait qu'il avait une fille nommée Emma, qu'il dirigeait une entreprise de rénovation et qu'il conduisait un camion vert foncé qu'il garait dans la rue latérale. Elle savait que sa femme avait aimé le poulet rôti et l'eau glacée avec citron, et que le dernier vendredi où ils avaient dîné ensemble ici, il avait fait une promesse. Elle connaissait la forme de son deuil plus précisément que son nom de famille. Elle quitta le bistrot d'Henri à 20h et roula, sans l'avoir entièrement décidé, jusqu'à l'adresse qu'elle avait trouvée plus tôt cette semaine, pas de manière intrusive, simplement l'entreprise Moreau et Fils y était enregistrée et l'adresse était une donnée publique, une maison sur l'allée des Sycomores dans un quartier de demeure plus ancienne aux bonnes ossatures et au jardin d'état variable, le genre de rue où vivaient habituellement ses clients en rénovation. Elle resta un moment dans sa voiture devant la maison. Les lumières étaient allumées. Le porche avait un petit banc et une paire de bottes en caoutchouc d'enfant sur la marche. Une citrouille d'Halloween était encore près de la porte, un mois après la saison, légèrement affaissée, commençant à s'effondrer. Elle était sur le point de partir. C'est étrange. Tu le connais à peine. Rentre chez toi. Quand la porte d'entrée s'ouvrit, Étienne sortit sur le porche. Il vit sa voiture. Il resta immobile un instant. Puis il descendit l'allée. Elle sortit. Je suis désolé, dit-elle immédiatement. Je ne sais pas pourquoi je suis venu. Il la regarda sans alarme. Tout va bien. Oui, vous n'étiez pas là et je n'avais pas votre numéro. Et elle s'arrêta,
regarda la citrouille affaissée près de la porte. Je ne sais pas. Je suis juste venu. Il resta silencieux un moment. Puis Emma est malade. Fièvre légère. Je suis resté à la maison. Il marqua une pause. Voulez-vous entrer? La cuisine était chaude et légèrement en désordre comme les maisons où une personne fait le travail de deux. Un dessin était collé sur le réfrigérateur. Un cheval vert pour des raisons qui n'appartenaient qu'à Emma. Un livre de bibliothèque sur les rivières était ouvert sur la table de cuisine. Les crackers orange précis étaient dans un bol en plastique sur le comptoir. Emma était sur le canapé du salon enveloppée dans une couverture polaire, regardant un documentaire sur la nature avec le son bas. Elle leva les yeux quand Olivia entra. Elle était petite pour 6 ans, avec les yeux gris-bleus de son père et des cheveux bruns qui sortaient de sa tresse comme une tresse qui avait dormi. Elle regarda Olivia avec l'évaluation franche et sans hâte que les enfants appliquent. Aux inconnus. « Voici mon amie Olivia, » dit Étienne. Elle s'inquiétait parce que je n'étais pas au dîner. Emma regarda Olivia. « Vous êtes la dame du restaurant ?» Olivia jeta un regard à Étienne. Il avait une expression légèrement prudente. « Ton papa t'a parlé de moi? Il a dit qu'il parle à quelqu'un là-bas maintenant. » Emma resta silencieuse un moment en regardant le documentaire. Un morse était apparu à l'écran. Il ne parlait à personne là-bas avant. Olivia s'assit dans le fauteuil en face du canapé, celui qui faisait face à la télévision. « Tu te sens mieux? »« Un peu. » Emma la regarda de côté. « Ma gorge fait mal quand j'avale. »« Mais pas quand je n'avale pas. C'est très précis. » Mon papa dit, « Il faut être spécifique. » Étienne arriva de la cuisine avec un verre d'eau et un petit bol de crackers pour Emma. Il les lui tendit avec l'efficacité exercée d'un parent dont l'enfant a des exigences très précises et s'assit sur le canapé à côté d'elle. Emma ajusta la couverture pour l'inclure sans quitter le morse des yeux. Olivia les observa. Il y avait quelque chose dans la façon dont ils existaient ensemble. La proximité physique facile, les petits ajustements, la façon dont Emma levait parfois les yeux vers son père, non pour être rassurée, mais simplement pour confirmer qu'il était encore là, qui était à la fois ordinaire et énorme. C'était la texture de la vie quotidienne. Celle qui est invisible de l'extérieur jusqu'à ce qu'on soit dedans. Elle pensa à son propre appartement. Les surfaces propres, la cuisine organisée, le calendrier sur son téléphone qui lui disait où elle devait être et quand. Elle pensa à l'efficacité avec laquelle elle avait organisé sa vie après la mort de son père, comment elle avait redessiné en un an son espace personnel pour que rien n'exige qu'elle manque quelqu'un. « Mademoiselle Olivia, » dit Emma. « Oui. Vous venez au restaurant parce que vous manquez quelqu'un aussi ?» La pièce était très silencieuse. Étienne regarda sa fille puis Olivia. Olivia resta un moment avec la question, sa pure exactitude sans garde. « Je pense, » dit-elle lentement. « Je suis venue parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a rappelé qu'il était acceptable de... » Emma considéra cela. Le morse à la télévision plongea dans une eau sombre. Ma maman disait que manquer quelqu'un c'est comme... Emma regarda le bol de crackers, choisissant ses mots avec grand soin. C'est comme avoir une pièce dans sa maison où la lumière ne marche pas. Mais on y va quand même. On y va juste dans le noir. La pièce était très immobile. La main d'Étienne reposait sur le genou de sa fille. Il ne regardait pas Olivia et sa mâchoire était très calme. Et Olivia pensa, il porte cela chaque jour. Il le porte, il se montre, il lui prépare le petit déjeuner, il lui lit des livres de bibliothèque, il achète les crackers orange précis et il fait tout cela pendant que la lumière ne marche pas dans cette pièce. C'est une belle façon de le dire, déclara Olivia. Emma la regarda. Mon papa m'a appris ça. Il leva alors les yeux, et Olivia soutint son regard un instant, juste un instant, et quelque chose passa entre eux qui n'était pas romantique au sens conventionnel. Pas encore. Mais quelque chose de peut-être plus durable. La reconnaissance. La compréhension que tous deux avaient marché dans leurs maisons respectives, se retrouvant parfois dans les pièces sombres, et avaient enfin trouvé quelqu'un d'autre qui comprenait ce que cela signifiait. Il revint le vendredi suivant. Olivia était déjà à la table 7 quand il arriva. Pour la première fois, elle était arrivée avant lui à 18h10, s'installant sur la chaise latérale, commandant son café avant qu'il ne franchisse la porte à 18h14. Pauline avait haussé très légèrement les sourcils et n'avait rien dit. Il s'arrêta en la voyant, non par surprise, il avait su qu'elle serait là, mais avec quelque chose qu'elle apprenait à lire en lui. La petite pause réfléchie avant de se permettre de ressentir quelque chose. Il s'assit. Pauline apporta le ragoût de bœuf, le poulet rôti aux légumes de saison, un verre d'eau avec citron et 2 cafés. Le second couvert était là, comme toujours, intact comme toujours, la serviette pliée, les couverts alignés. Mais ce soir il y avait quelque chose de nouveau. À côté de la chaise latérale où Olivia était assise, il y avait un 3e couvert. Non commandé. Pauline l'avait simplement ajouté.
Un petit geste délibéré d'inclusion qui ne nécessitait aucune discussion. Étienne le regarda puis regarda Olivia. Puis le second couvert en face de lui. J'ai parlé de cet endroit à Emma, dit-il. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'elle veut voir où est la lumière. Olivia le regarda. Elle voulait dire, il commença. Je sais ce qu'elle voulait dire, dit Olivia. Il resta silencieux un moment. Dehors, la rue était éclairée d'ambre et la première vraie neige de la saison commençait, fine, mince, le genre qui se posait sur les manches de manteau avant qu'on le remarque. À l'intérieur, le bistrot gardait sa chaleur. Son son particulier du vendredi soir, argenterie et conversation basse. J'ai réfléchi, dit Étienne. Il tourna lentement sa tasse de café dans ses mains à ce que Liliane penserait de cela. Il jeta un regard au second couvert. Elle aurait. Il s'arrêta, un petit mouvement au coin de sa bouche. Elle vous aurait aimé. Elle aimait les gens qui disaient ce qu'ils pensaient. Olivia regarda le poulet rôti. Le verre d'eau avec le quartier de citron qui flottait encore. J'ai réfléchi à mon père, dit-elle. C'était le plus qu'elle avait dit à son sujet depuis la première mention 3 vendredis plus tôt, au fait que je n'ai jamais. Je ne me suis jamais donné le temps de vraiment le manquer. J'ai juste continué à travailler. Elle marqua une pause. Je pense que j'avais peur que si je m'arrêtais, je prendrais du retard. Et quand je lèverais les yeux, je serais si loin que je ne pourrais pas rattraper. Étienne ne dit rien. Il écouta. Je ne sais pas si je peux faire ce que vous faites, dit-elle. Venir chaque semaine. Commandez-le. Elle s'arrêta. Vous n'avez pas à le faire de la même façon, dit-il. Il n'y a pas une seule bonne manière. Il regarda la fenêtre. Je suis venu ici chaque semaine pendant plus d'1 an avant de dire un mot à ce sujet à quelqu'un qui n'était pas payé pour écouter. Une pause. Vous êtes venu et vous avez demandé. C'est différent. Je ne suis pas sûr que c'était courageux, dit-elle. Je pense que j'avais juste froid et ma voiture avait un pneu crevé cette fois. Il sourit, un vrai sourire, le genre qui atteignait ses yeux. Cela changea entièrement son visage. L'ouvrit. Le fit paraître plus jeune et plus fatigué en même temps, comme les vrais sourires le font parfois chez ceux qui avaient oublié comment les utiliser. Vous avez demandé, dit-il. C'est parfois tout ce qu'il faut. La neige s'intensifiait dehors, douce et régulière maintenant, comme une vraie neige qui tiendrait. La fenêtre commençait à se brouiller au bord. Je veux amener Emma, dit-il. La semaine prochaine. Si ça? Oui, dit Olivia sans hésiter. Il hocha la tête. Pauline passa, remplit les 2 cafés, jeta un regard à la seconde assiette intacte comme elle l'avait fait pendant 14 mois, toujours sans commentaire, et fit alors quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle se pencha doucement et déplaça la serviette du second couvert de la position pliée à la position ouverte étalée à plat. Comme on le fait pour quelqu'un qui va manger. Étienne leva les yeux vers elle. C'est juste différent, dit simplement Pauline. Elle remplit à nouveau son café et s'éloigna. Il regarda la serviette ouverte un long moment. Olivia le regarda l'assimiler. Le petit ajustement, la nouvelle forme de la chose familière. La serviette avait été pliée dans ce même rectangle précis pendant plus d'1 an. Son dépliage était le plus petit acte possible. Il n'était pourtant pas petit du tout. Elle pensa à la façon dont le changement arrive parfois. Pas par des déclarations ou des décisions ou des tournants dramatiques, mais dans une serviette étalée à plat, dans une chaise latérale tirée d'une table adjacente, dans une question posée par une femme qui avait un pneu crevé un soir de novembre froid et qui avait choisi, pour des raisons qu'elle ne pouvait pas entièrement expliquer, de marcher vers plutôt que de s'éloigner. La pièce était chaude. La neige tombait dehors par la fenêtre, fine et régulière maintenant, commençant à s'accumuler sur le rebord. Quelque part en cuisine, quelque chose dorait dans le beurre. Au comptoir, Gérard lisait sa section sport et mangeait son sandwich trempé en s'occupant de ses affaires, ce qu'Olivia avait appris à apprécier chez Gérard. J'ai tenu la promesse, dit-il doucement. Pas exactement à Olivia, à la fenêtre, à la rue, à la chaise vide en face de lui qui avait porté pendant 14 mois le poids de ce qu'il refusait d'oublier. J'ai tenu chacune d'elles. Il posa sa main à plat sur la table, paume vers le bas, comme Olivia l'avait vu faire les premières semaines, touchant la surface, testant sa température. Je ne savais simplement pas, dit-il, qu'une promesse peut porter plus d'une personne. Olivia regarda la serviette ouverte, le citron flottant dans le verre, l'homme en face d'elle qui avait mangé seul chaque vendredi pendant plus d'1 an, non parce qu'il était brisé, mais parce qu'il restait fidèle à un souvenir, à une femme qu'il avait assez bien connue pour lui demander de ne pas disparaître, à une version de l'amour qui ne nécessitait pas que l'autre personne soit dans la pièce. Elle vous connaissait, dit Olivia. Elle savait que vous auriez besoin d'une raison pour sortir de la maison les vendredis. Elle a dit, elle t'a donné une raison. Quelque chose traversa son visage. Un relâchement, un apaisement.
La façon dont un nœud paraît quand il commence à céder. Dehors, la neige tombait en ligne douce et sans hâte. La rue commençait à la retenir. Les voitures garées, les bords du trottoir, les larges épaules de l'auvent de la teinturerie voisine. À l'intérieur, le bistrot gardait sa chaleur. À la table 7, le second couvert restait comme il l'avait toujours été, présent, honoré, intact. Mais autour, la table était plus pleine qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Emma portait un manteau violet. Elle tenait la main de son père en marchant depuis le parking, mais la lâcha en atteignant la porte. Elle avait 6 ans et les enfants de 6 ans ouvrent leur propre porte. Elle poussa et entra dans la chaleur du bistrot et regarda autour avec l'attention pleine et sans garde de quelqu'un qui découvre une nouvelle pièce pour la première fois. Elle prit la vitrine à tarte, le menu pain à la main, les salières dépareillées. Pauline derrière le comptoir qui capta son regard et sourit. Puis Emma regarda la table 7 et Olivia qui était déjà sur la chaise latérale avec son café. Emma marcha jusqu'à la table et l'étudia. Le second couvert en face d'Étienne. La serviette pliée. Le verre d'eau. C'est la place de maman? Demanda-t-elle. Étienne regarda sa fille. Oui. Emma tira la chaise à côté du second couvert, ni en face ni dessus, mais à côté, et s'assit. Elle posa ses mains sur la table et regarda le couvert comme on regarde une photographie. Avec soin, avec la connaissance que regarder est un acte de respect. Bonjour, dit-elle doucement, à personne en particulier, à quelque chose en particulier. Le bistrot bougeait autour d'eux, chaud et sans hâte. Pauline arriva. Elle posa les menus, regarda Emma et dit « Que puis-je t'apporter, ma chérie ?» Emma regarda le menu avec la concentration de quelqu'un qui prend les décisions au sérieux. Puis elle leva les yeux. « Est-ce que je peux avoir le poulet rôti ?» La main d'Étienne était à plat sur la table. Olivia regardait son café. L'expression de Pauline était stable et chaleureuse. L'expression d'une femme qui servait depuis 11 ans et avait appris que certains moments ne réclament rien sauf votre pleine attention silencieuse. « Bien sûr que tu peux, » dit Pauline. Emma hocha la tête, satisfaite, et tourna ses yeux gris-bleus vers Olivia. « Papa dit que vous aviez un pneu crevé, » dit-elle. « C'est vrai. C'était de la chance, » dit Emma. Olivia la regarda. « Je pensais exactement la même chose. » Le matin était froid et clair. Le genre de matin de novembre qui paraissait fragile de l'intérieur, mais qui se sentait vivifiant et propre quand on y entrait. La rue était ordinaire. Le bistrot était ordinaire. La table était une table pour 2 avec un pied inégal et un carré de carton plié qui était là depuis 3 hivers. Et à cette table était assis un homme qui avait tenu sa promesse, une femme qui avait enfin cessé de fuir la sienne, et une fillette de 6 ans en manteau violet qui avait commandé le repas de sa mère sans savoir exactement pourquoi. Seulement en sachant, comme les enfants savent parfois les choses, que c'était la bonne chose à faire. Il a tenu sa promesse, dit Emma à Olivia de manière factuelle en prenant un crayon sur la feuille d'activité pour enfants que Pauline avait apporté avec les menus. Je sais, dit Olivia. Maman a dit qu'il le ferait. Emma dessina un cheval dans la marge, vert comme toujours. Elle a dit qu'il le fait toujours. Étienne regarda sa fille, regarda la fenêtre, regarda le second couvert intact et le verre d'eau avec le citron et la serviette ouverte repliée comme Pauline l'avait laissé la semaine dernière. Il regarda Olivia. Elle observait Emma dessiner et il y avait quelque chose sur son visage, ouvert, sans garde, l'expression précise d'une personne qui avait cessé de gérer ce qu'elle ressentait assez longtemps pour simplement le ressentir, qu'il reconnaissait. C'était le regard de quelqu'un qui était rentré du froid. Il prit son café. Il ne dit rien, mais il paraissait pour la première fois en 14 mois comme un homme qui ne portait pas la table seul.